Chapitre 26. De l'institution des enfants à Madame Diane de Foix, comtesse de Gurzon. Madame, c'est un grand ornement que la science, et un utile de merveilleux service, notamment aux personnes élevées en tel degré de fortune comme vous êtes. À la vérité, elle n'a point son vrai usage en mains viles et basses. Elle est bien plus fière de prêter ses moyens à conduire une guerre, à commander un peuple, à pratiquer l'amitié d'un prince ou d'une nation étrangère, qu'adresser un argument dialectique, ou à plaider un appel, ou ordonner une masse de pilules. Ainsi, madame, parce que je crois que vous n'oublierez pas cette partie en l'institution des vôtres, vous qui en avez savouré la douceur, et qui êtes d'une race lettrée, je veux vous dire là-dessus une seule fantaisie, que j'ai contraire au commun usage. C'est tout ce que je puis apporter à votre service. La charge du gouverneur, que vous donnerez à votre enfant, du choix duquel dépend tout l'effet de son institution, elle a plusieurs autres grandes parties, mais je n'y touche point, pour n'y savoir rien apporter qui vaille. Et de cet article, sur lequel je me mêle de lui donner avis, il m'en croira autant qu'il y verra de raison. Un enfant de maison, qui recherche les lettres, non pour le gain, car une fin si abjecte est indigne de la grâce et faveur des muses, et puis elle regarde et dépend d'autrui, ni tant pour les commodités externes que pour les siennes propres, et pour s'en enrichir, et parer au-dedans, ayant plutôt envie d'en faire un habile homme qu'un homme savant. Je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu'on y requît tous les deux, mais plus le caractère et l'entendement que la science, et qu'il se conduisit en sa charge d'une nouvelle manière. On ne cesse de criailler à nos oreilles comme qui verserait dans un entonnoir, et notre charge ce n'est que redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais qu'il corrigeât cette partie, et que dès le début, selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commença à la mettre sur la montre, lui faisant goûter les choses, les choisir, et discerner par elle-même. Quelquefois lui ouvrant le chemin, quelquefois le laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Socrate, et depuis Acésilas, faisait premièrement parler leurs disciples, et puis il leur parlait. À ceux qui veulent apprendre, c'est souvent une gêne que l'autorité de ceux qui les enseignent. Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui, pour juger de son train, et juger jusqu'à quel point il se doit rabaisser pour s'accommoder à sa force. Et faute de cette proposition, nous gâtons tout. Et de la savoir choisir et se conduire bien est d'une des plus ardues besognes que je connaisse. Et elle est faite d'une haute âme et bien forte, savoir condescendre à ses allures puériles. Et les guider. Je marche plus ferme et plus sûr à mon cavale. Ceux qui, comme notre usage porte, entreprennent d'une même leçon et pareille mesure de conduite régenter plusieurs esprits de si diverses mesures et formes, ce n'est pas merveille. Si en tout un peuple d'enfants, ils en rencontrent à peine 2 ou 3 qui rapportent quelques justes fruits de leur discipline, qui ne lui demandent pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais de sa vie, que ce qu'il viendra d'apprendre, il le lui fasse mettre en son visage, et accommoder à autant de divers sujets, pour voir s'il l'a encore bien pris et bien fait sien. Prenons l'instruction à son progrès des pédagogies de Platon.
Ces témoignages de crudité et indigestion que de regorger la nourriture comme on l'a avalée. L'estomac n'a pas fait son opération. S'il a fait changer la façon et la forme de ce qu'on lui avait donné à digérer. Notre âme ne se meut qu'à crédit, liée et contrainte à l'appétit des fantaisies d'autrui, esclave et captive sous l'autorité de leurs leçons. On nous a tant assujettis aux cordes que nous n'avons plus de franche allure. Notre vigueur et liberté est éteinte. Ils ne se gouvernent jamais eux-mêmes. Je vis à Pise, un honnête homme, mais si aristotélicien que le plus général de ses dogmes est que la touche et règle de toute imagination solide et de toute vérité, c'est la conformité à la doctrine d'Aristote, que hors de là, ce ne sont que chimères et inanités, qu'Aristote a tout vu et tout dit. Cette sienne proposition, pour avoir été un peu trop largement et uniquement interprétée, le mit autrefois et tint longtemps en grand tracas à l'Inquisition à Rome. Que le professeur fasse tout examiner à son élève et ne le laisse rien loger en sa tête par simple autorité et à crédit. Que les principes d'Aristote ne lui soient principes non plus que ceux des stoïciens ou des épicuriens, qu'on lui propose cette diversité de jugement. Il choisira, s'il peut. Sinon, il en demeurera en doute. Et comme à savoir, je me plais à douter, disait Dante. Car s'il embrasse les opinions de Xénophon et de Platon par son propre raisonnement, ce ne sont plus les leurs, ce seront les siennes. Qui suit un autre, il ne suit rien. Il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. Qu'il sache, qu'il sait au moins. Il faut qu'il se pénètre de leur goût, non qu'il apprenne leurs préceptes, et qu'il oublie hardiment, s'il veut, d'où il les tient, mais qu'il se les sache approprier. La vérité et la raison sont communes à chacun, et ne sont non plus à qui les a dites premièrement, qu'à qui les dit après. Ce n'est non plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi l'entendons et voyons de même. Les abeilles pilotent de ça de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur, et n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement, son institution, son travail et étude ne visent qu'à le former. Qu'il cache tout ce dont il a été secouru et ne produise que ce qu'il en a fait. Les pilleurs, les emprunteurs mettent en parade leurs bâtiments, leurs achats, non pas ce qu'ils tirent d'autrui. Nul ne met en compte public sa recette. Chacun y met son acquet. Le gain de notre étude, c'est en être devenu meilleur et plus sage. C'est, disait Épicharme, la raison qui voit et qui entend. C'est la raison qui tire profit de tout, qui dispose tout, qui agit, qui domine et qui règne. Toutes autres choses sont aveugles, sourdes et sans âme. Certes, nous le rendons servile et quoi, pour ne lui laisser la liberté de rien faire de soi. Qui ne demanda jamais à son disciple ce qu'il lui semble de la rhétorique et de la grammaire de telle ou telle sentence de Cicéron? On nous les plaque en la mémoire, toutes empennées, comme des oracles, où les lettres et les syllabes sont de la substance de la chose. Savoir par cœur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire, ce qu'on sait droitement. On en dispose, sans regarder au modèle, sans tourner les yeux vers son livre. Fâcheuse suffisance qu'une suffisance pure, livresque. Je désire qu'elle serve d'ornement au nom de fondement. Suivant l'avis de Platon qui dit la fermeté, la foi, la sincérité, être la vraie philosophie. Les autres sciences, et qui visent ailleurs,
n'être que phare. Je voudrais que le Paluel ou Pompée, ces beaux danseurs de mon temps, apprennent des cabrioles à les voir seulement faire sans nous bouger de nos places, comme ceux-ci veulent instruire notre entendement sans l'ébranler, ou qu'on nous a appris à manier un cheval, ou une pique, ou un luth, ou la voix, sans nous y exercer. Comme ceux ici nous veulent apprendre à bien juger et à bien parler, sans nous exercer à parler ni à juger. Or, à cet apprentissage, tout ce qui se présente à nos yeux sert de livre suffisant. La malice d'un page, la sottise d'un valet, un propos de table, ce sont autant de nouvelles matières. À cette cause, le commerce des hommes y est merveilleusement propre, et la visite des pays étrangers, non pour en rapporter seulement à la mode de notre noblesse française combien de pas à Santa Rotonda, ou la richesse de caleçon de la signora Livia, ou comme d'autres, combien le visage de Néron de quelques vieilles ruines de là est plus long ou plus large que celui de quelques pareilles médailles, mais pour rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui, je voudrais qu'on commençât à le promener dès sa tendre enfance, et premièrement pour faire d'une pierre deux coups par les nations voisines, où le langage est plus éloigné d'une autre, et auquel, si vous ne la formez pas de bonne heure, la langue ne se peut plier. Aussi bien est-ce une opinion reçue d'un chacun, que ce n'est pas raison de nourrir un enfant au giron de ses parents. Cet amour naturel les attendrit trop, et relâche même les plus sages. Ils ne sont capables ni de châtier ses fautes, ni de le voir nourri grossièrement comme il faut et hasardeusement. Ils ne le sauraient souffrir revenir suant et poudreux de son exercice, boire chaud, boire froid, ni le voir sur un cheval rétif, ni contre un rude tireur de fleurets au poing, ou la première arquebuse, car il n'y a remède qui en veut faire un homme de bien. Sans aucun doute, il ne le faut épargner en cette jeunesse. Il faut souvent choquer les règles de la médecine, et qu'il vive en plein air au milieu des alarmes. Ce n'est pas assez de lui roidir l'âme. Il lui faut aussi roidir les muscles. Elle est trop pressée, si elle n'est secondée, et a trop à faire de seule fournir à deux offices. Je sais combien peine la mienne en compagnie d'un corps si tendre, si sensible, qui se laisse si fort aller à elle, et aperçoit souvent mes lectures quand leurs écrits, mes maîtres, font valoir pour magnanimité et force de courage des exemples qui tiennent volontiers plus de l'épaisseur de la peau que de la dureté des os. J'ai vu des hommes, des femmes et des enfants ainsi faits qu'une bastonnade leur est moins qu'à moi une chiquenaude, qui ne remuent ni langue ni sourcils au coup qu'on leur donne. Quand les athlètes contrefont les philosophes en patience, c'est plutôt vigueur de nerfs que de cœur. Or, l'accoutumance à porter le travail est accoutumance à porter la douleur. Le travail forme une corne contre la douleur. Il le faut rompre à la peine et à l'âpreté des exercices, pour le dresser à la peine, et âpreté de la dislocation, de la colique, du cotère, et de la prison aussi, et de la torture. Car de ces derniers ici, encore peut-il être exposé qui regardent les bons selon le temps comme les méchants. Nous en faisons l'expérience. Quiconque combat les lois menace les gens du fouet et de la corde. En cette école de la fréquentation des hommes, j'ai souvent remarqué ce vice, qu'au lieu de prendre connaissance d'autrui, nous ne travaillons qu'à la donner de nous, et sommes plus en peine de montrer notre marchandise que d'en acquérir de nouvelles. Le silence et la modestie sont qualités très commodes à la conversation. On dressera cet enfant à être épargnant et ménager de ses capacités quand il les aura acquises, à ne se formaliser point des sottises et fables qui se diront en sa présence.
car c'est une incivile importunité de choquer tout ce qui n'est pas de notre goût, qu'il se contente de se corriger soi-même, et ne semble pas reprocher à autrui tout ce qu'il se refuse à faire, ni s'opposer aux mœurs publiques. On peut être sage sans ostentation, ni sans exciter d'envie. Fuis ces images régenteuses du monde et inciviles, et cette puérile ambition de vouloir par raison plus fin pour être autre, et comme si ce fût marchandise malaisée que critique et innovation, vouloir tirer de là non de quelque péculière valeur. Comme il n'appartient qu'aux grands poètes d'user des licences de l'art, aussi n'est-il supportable qu'aux grandes âmes et illustres de se penser au-dessus de la coutume. S'il a pu arriver à Socrate et Aristippe d'aller contre les mœurs et la coutume, on ne doit pas se croire permis de le faire à son tour. De grandes qualités leur permettaient ces licences. On lui apprendra de n'entrer en discours et contestation que là où il verra un champion digne de sa lutte, et là même à n'employer pas tous les tours qui lui peuvent servir, mais ceux-là seulement qui lui peuvent le plus servir. Qu'on le rende délicat au choix et au triage de ses raisons, et aimant la patience et par conséquent la brièveté. Qu'on l'instruise surtout à se rendre et à quitter les armes à la vérité tout aussitôt qu'il l'apercevra, soit qu'elle naisse des mains de son adversaire, soit qu'elle naisse en lui-même, par quelque raisonnement, car il ne sera pas mis en chair pour dire un rôle prescrit, il n'est engagé à aucune cause, que parce qu'il l'approuve, ni ne sera du métier où se vend à pur denier constant la liberté de se pouvoir repentir et reconnaître ses erreurs. Si son gouverneur tient de son humeur, il lui formera la volonté à être très loyal serviteur de son prince, et très affectionné, et très courageux, mais lui refroidira l'envie de s'y attacher autrement que par un devoir public. Outre plusieurs autres inconvénients qui blessent notre liberté par ses obligations particulières, le jugement d'un homme gagé et acheté, où il est moins entier et moins libre, où il est taché et d'imprudence et d'ingratitude. Un pur courtisan ne peut avoir ni loi ni volonté de dire et penser si ce n'est favorablement d'un maître qui parmi tant de milliers d'autres sujets l'a choisi pour le nourrir et l'élever de sa main. Cette faveur et utilité corrompent non sans quelque raison sa franchise et l'éblouissent. Que sa conscience et sa vertu reluisent en son parler et n'aient que la raison pour conduite. Qu'on lui fasse entendre que de confesser la faute qu'il découvrira en son propre discours, encore qu'elle ne soit aperçue que par lui, est un effet de jugement et de sincérité, qui sont les principales qualités qu'il recherche. Que l'opiniâtreté et l'entêtement sont des qualités communes et plus apparentes aux plus basses âmes. Que se raviser et se corriger, abandonner un mauvais parti sur le cours de son ardeur sont qualités rares, fortes et philosophiques. On l'avertira, étant en compagnie, d'avoir les yeux partout, car je trouve que les premiers sièges sont communément saisis par les hommes moins capables, et que les grandeurs de fortune ne se trouvent guère mêlées à la compétence. J'ai vu cependant qu'on s'entretenait au bout d'une table, de la beauté d'une tapisserie ou de goût de la malvoisie, se perdre beaucoup de beaux traits à l'autre bout. Il sondera la portée d'un chacun, un bouvier, un maçon, un passant, il faut tout mettre en besogne, et utiliser chacun selon sa marchandise, car tout sert au quotidien, la sottise même, et la faiblesse d'autrui lui sera instruction. À contrôler les grâces et façons d'un chacun, il s'engendrera envie des bonnes et mépris des mauvaises, qu'on lui mette en tête une honnête curiosité de s'enquérir de toutes choses,
de tout ce qu'il y aura de singulier autour de lui. Il le verra. Un bâtiment, une fontaine, un homme, le lieu d'une bataille ancienne, le passage de César ou de Charlemagne. En cette pratique des hommes, j'entends y comprendre, et principalement, ceux qui ne vivent qu'en la mémoire des livres. Il pratiquera par le moyen des histoires ces grandes âmes des meilleurs siècles. C'est un vain travail si l'on veut, mais si l'on veut aussi, c'est une étude aux fruits inestimables. Quel profit ne fera-t-il en cette part-là à la lecture des vies de notre Plutarque? Mais que mon guide se souvienne où vise sa charge, et qu'il n'imprime pas tant à son disciple la date de la ruine de Carthage que les mœurs de Hannibal et de Scipion, ni tant où mourut Marcellus que pourquoi il fut indigne de son devoir qu'il mourut là, ou qu'il ne lui apprenne pas tant les histoires qu'à en juger. C'est à mon gré, entre toutes, la matière à laquelle nos esprits s'appliquent de plus diverses mesures. J'ai lu en titre livre 100 choses que tel n'y a pas lu. Outre ce que j'y ai su lire, et à l'aventure outre ce que l'auteur y avait mis. À d'aucuns, c'est une pure étude de grammaire. À d'autres, l'anatomie de la philosophie, par laquelle les plus délicates parties de notre nature se pénètrent. Il y a dans Plutarque beaucoup de raisonnements étendus, très dignes d'être sus, car à mon gré, c'est le maître ouvrier de telle besogne. Mais il y en a 1000 qu'il n'a pas touché simplement. Il montre seulement du doigt le chemin où nous irons, s'il nous plaît, et se contente quelquefois d'effleurer le plus vif d'un propos. Il les lui faut arracher de là et le placer à la lumière. C'est dommage que les gens d'entendement aiment tant la brièveté. Sans doute leur réputation en vaut mieux, mais nous en valons moins. Plutarque aime mieux que nous le vantions de son jugement que de son savoir. Il aime mieux nous laisser désir de soi que satiété. Il savait que dans les choses bonnes même on peut trop dire, et que Alexandridas reprocha justement à celui qui tenait aux efforts devant les juges de Sparte des bons propos mais trop longs. Ô étranger, tu dis ce qu'il faut, mais autrement qu'il ne faut. Ceux qui ont le corps grêle le grossissent d'embourrure. Ceux qui ont la matière trop mince l'enflent de paroles. Il se tire une merveilleuse clarté pour le jugement humain de la fréquentation au monde. Nous sommes tous contraints et repliés sur nous-mêmes. Et nous avons la vue raccourcie à la longueur de notre nez. On demandait à Socrate d'où il était. Il ne répondit pas d'Athènes, mais du monde. Lui qui avait l'imagination la plus pleine et la plus étendue, embrassait l'univers comme sa ville, jetait ses connaissances, sa société et ses affections à tout le genre humain, non pas comme nous, qui ne regardons que sous nous. Quand les vignes gèlent à mon village, mon prêtre en accuse la colère de Dieu sur la race humaine. Nous sommes insensiblement tous en cette erreur. Erreur de grandes conséquences et préjudices, mais qui se présente comme dans un tableau, cette grande image de notre mère nature, en son entière majesté, qui lit en son visage une si universelle et constante variété, qui se remarque là-dedans, et non soi, mais tout un royaume, comme un trait d'une pointe très délicate, celui-là seul estime les choses selon leur juste grandeur. Ce grand monde que les uns multiplient encore comme espèce sous un genre, c'est le miroir où il nous faut regarder, pour nous connaître de bons biais. En somme, je veux que ce soit le livre de mon écolier. Notre vie, disait Pythagore, ressemble à la grande et populeuse assemblée des Jeux olympiques. Les uns exercent le corps pour en acquérir la gloire des Jeux, d'autres y portent des marchandises à vendre pour le gain. Il en est, et qui ne sont pas les pires, lesquels n'y cherchent autre fruit que de regarder comment et pourquoi chaque chose se fait, et être spectateur de la vie des autres hommes pour en juger.
et régler la leur. Il est surprenant que les choses en soient là en notre siècle, que la philosophie soit, même pour les gens d'entendement, un nom vain et fantastique qui se trouve de nul usage et de nul prix par opinion et par effet. On a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants, et d'un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Qui me l'a masqué de ce faux visage pâle et hideux? Il n'est rien plus gai, plus gaillard, plus enjoué, et peu s'en faut que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps. Une mine triste et transie montre que ce n'est pas là son gîte. L'âme qui loge dans la philosophie doit par santé rendre sain encore le corps. Elle doit faire luire jusqu'au dehors son repos et son aise, doit former à son moule le port extérieur, et l'armer par conséquent d'une gracieuse fierté, d'un maintien actif et allègre, et d'une contenance douce et débonnaire. La plus expresse marque de la sagesse, c'est une joie constante. Son état est comme des choses au-dessus de la lune, toujours serein. Comment? Elle se propose de calmer les tempêtes de l'âme et d'apprendre à ceux qui souffrent de la faim et des fièvres à rire, non par quelques épicycles imaginaires, mais par raison naturelle et palpable. Pour tout ceci, je ne veux pas qu'on emprisonne ce garçon. Je ne veux pas qu'on l'abandonne à la colère et à l'humeur mélancolique d'un furieux maître d'école. Je ne veux pas qu'on rompe son esprit, à le tenir à la torture et au travail à la mode des autres, 14 ou 15 heures par jour, comme un portefaix, ni ne trouverait bon quand par quelque complexion solitaire et mélancolique on le verrait adonner d'une application trop excessive à l'étude des livres. Cela les rend ineptes à la vie en société et les détourne de meilleures occupations. Et combien ai-je vu de mon temps d'hommes abétis par une avidité excessive de science. À notre enfant, un cabinet, un jardin, la table et le lit, la solitude, la compagnie, le matin et le soir, toutes heures lui seront identiques, toutes places lui seront études, car la philosophie, qui comme formatrice des jugements et des mœurs sera sa principale leçon, a ce privilège de se mêler partout. Isocrate l'orateur, étant prié en un festin de parler de son art, chacun trouve qu'il eut raison de répondre « Il n'est pas maintenant temps de ce que je sais faire, et ce de quoi il est maintenant temps, je ne le sais pas faire. » Car de présenter des harangues ou des disputes de rhétorique à une compagnie assemblée pour rire et faire bonne chère, ce serait un mélange de trop mauvais accords. Et autant en pourrait-on dire de toutes les autres sciences. Mais quant à la philosophie, en la partie où elle traite de l'homme et de ses devoirs et offices, ça a été le jugement commun de tous les sages que pour la douceur de sa conversation, elle ne devait être refusée ni au festin, ni au jeu. Ainsi, sans doute, il sera moins occupé que les autres. Mais comme les pas que nous employons à nous promener dans une galerie, quoiqu'il y en ait 3 fois autant, ne nous lasse pas comme ceux que nous mettons à quelques chemins dessinés par avance. Aussi, notre leçon, se passant comme par rencontre, sans obligation de temps et de lieu, et se mêlant à toutes nos actions, se coulera sans se faire sentir. Les jeux mêmes et les exercices seront une bonne partie de l'étude, la course, la lutte, la musique, la danse, la chasse, le maniement des chevaux et des armes. Je veux que la bienséance extérieure et l'entre-gens et la disposition de la personne se façonnent en même temps que l'âme. Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse. C'est un homme. Il n'en faut pas les séparer. Et comme dit Platon, il ne faut pas les dresser l'un sans l'autre, mais les conduire également, comme un couple de chevaux attelés à même timon. Au demeurant, cette institution se doit conduire
par une sévère douceur, non comme il se fait. Au lieu de convier les enfants aux lettres, on ne leur présente à la vérité qu'horreur et cruauté. Ôtez-moi la violence et la force. Il n'est rien, à mon avis, qui abâtardisse et étourdisse si fort une nature bien née. Si vous avez envie qu'ils craignent la honte et le châtiment, ne l'y endurcissez pas. Endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et au hasard qu'il lui faut mépriser. ôtez-lui toute mollesse et délicatesse au vêtir et coucher, au manger et au boire. Accoutumez-le à tout. Que ce ne soit pas un beau garçon et délicat comme une dame, mais un garçon vert et vigoureux. Enfant, homme, vieille, j'ai toujours cru et jugé de même. Mais entre autres choses, cette organisation de la plupart de nos collèges m'a toujours déplu. On eût failli peut-être moins dommageablement en s'inclinant vers l'indulgence. C'est une vraie geôle de jeunesse captive. On la rend débauchée en punissant avant qu'elle le soit. Arrivez-y sur le point de leur office. Vous n'entendez que cris et d'enfants suppliciés et de maîtres enivrés en leur colère. Quelle manière pour éveiller l'appétit envers leurs leçons à ces tendres âmes et craintives, de les y guider d'une tête effroyable, les mains armées de fouets, inique et pernicieuse manière d'agir. Le vrai miroir de nos discours est le discours de nos vies. Allant un jour à Orléans, je trouvai dans cette plaine, au-deçà de Cléry, deux professeurs qui venaient à Bordeaux, environ à 50 pas l'un de l'autre. Plus loin, derrière eux, je voyais une troupe et un maître en tête, qui était feu monsieur le comte de La Rochefoucauld. Un de mes gens s'enquit au premier de ses professeurs, qui était ce gentilhomme qui venait après lui qui n'avait pas vu ce train qui le suivait, et qui pensait qu'on lui parlait de son compagnon, répondit plaisamment « Il n'est pas gentilhomme, c'est un grammairien et je suis logicien. » Or, nous qui cherchons ici au rebours de former non un grammairien ou un logicien, mais un gentilhomme, laissons-les abuser de leur loisir. Nous avons affaire ailleurs. Pourvu que notre disciple soit bien pourvu des choses, les paroles ne suivront que trop, il les traînera, si elles ne veulent suivre. J'en entends qui s'excusent de ne se pouvoir exprimer, et font contenance d'avoir la tête pleine de plusieurs belles choses, mais à faute d'éloquence, ne les pouvoir mettre en évidence. C'est une mystification. Savez-vous, à mon avis, que c'est que cela? Ce sont des ombres qui leur viennent de quelques conceptions informes, qu'ils ne peuvent démêler et éclaircir au-dedans, ni par conséquent produire au-dehors. Ils ne se comprennent pas encore eux-mêmes. Et voyez-les un peu bégayer sur le point de l'enfanter. Vous jugez que leur travail n'est point à l'accouchement, mais à la conception, et qu'ils ne font que lécher encore cette matière imparfaite. De ma part, je tiens, et Socrate ordonne que qui a dans l'esprit une idée vive et claire, il la produira soit en bergamasque, soit par mime s'il est muet. Voit-il bien son sujet, les mots ne feront aucune difficulté à suivre. Et comme disait Sénèque aussi poétiquement en sa prose, quand les choses ont pénétré l'esprit, les mots foisonnent.